Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez récurrent, qui revient chaque année sur les réseaux sociaux. Des vidéos de personnes disant qu'ils trouvent que les produits afro sont trop chers. Donc déjà je vais me focaliser principalement sur le trop cher. Ça veut dire que ces produits sont comparés à d'autres types de produits que ces personnes jugent moins cher et tout autant efficace. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire cette comparaison entre le prix des produits dits spécialisés pour les cheveux afro et les autres types de produits. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce point de vue. Avant de commencer, je vais d'abord faire une mise au point. Donc premièrement, dans la suite de la vidéo, je dirai les produits afro quand je fais référence aux produits spécialisés pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Je précise parce que toutes les personnes ayant des cheveux bouclés ne sont pas forcément afro-descendants. Donc, je vais dire afro pour pouvoir généraliser, mais je cible tous ces types de produits. Et pour les autres types de produits, je dirais les produits conventionnels et je fais référence principalement aux produits que l'on trouve dans les rayons en supermarché. Donc, pour citer un des grands groupes, donc, ce sont les produits proposés par les marques du groupe L'Oréal, tels que Dove, la marque L'Oréal elle-même, et Garnier, pour ne citer que ces trois-là. Et deuxième point, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu arrives sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je suis Astrid, la créatrice de tes futurs produits cosmétiques préférés. Ici, je partage mon aventure entrepreneuriale et ma passion pour la beauté, les cosmétiques et le bien-être. Donc, si ce sont des sujets qui te parlent et qui t'intéressent, tu peux t'abonner. Alors, comme je le disais en introduction, pour moi, ça n'a aucun sens de comparer ces deux types de produits, donc les produits afro et les produits conventionnels. Pour moi, l'élément fondamental à cette pensée que j'ai, c'est déjà le nombre d'années d'existence de ces entreprises et ce qui en découle, leur puissance. Alors, je m'explique. Souvent, le prix des produits afro sont comparés au prix des produits conventionnels. La plupart des produits conventionnels qu'on retrouve en supermarché, ce sont des produits qui proviennent de grands groupes, de groupes qui sont installés depuis plusieurs années sur le marché. Je vais prendre l'exemple du groupe L'Oréal qui a été créé en 1909. Les produits afro sont apparus, donc je parle ici du marché français. Je sais que outre-Atlantique, c'était bien avant, mais je parle du marché dans lequel je consomme et que je connais. Donc les produits afro sont arrivés dans les années 80 avec le laboratoire Labomey qui commercialise les marques du coup Miss Antilles et Activillon, pour ne citer que ces deux-là, je ne sais pas s'ils font que ça. Donc on a eu une première vague dans les années 80, mais c'est pas la vague telle qu'on la connaît aujourd'hui parce que c'était quand même des produits qui avaient une composition plus riche que les produits conventionnels. Je fais juste un aparté pour pouvoir expliquer la différence entre les produits afro et les produits conventionnels. Je sais que certains pensent que c'est juste marketing, mais pour moi, il y a une réelle différence entre ces deux types de produits. Alors, les produits pour moi afro sont plus riches que les produits conventionnels. Pourquoi? Parce que le cheveu bouclé, crépus ou frisé, par sa texture du coup ondulée, fait que le sébum issu du cuir chevelu a plus de mal à se répartir sur la fibre capillaire. Ce qui fait que le cheveu est souvent sec. Là où les cheveux lisses, souvent on voit que ces personnes se plaignent d'avoir justement le cheveu gras. Ça c'est une caractéristique qu'on retrouve moins sur les cheveux crépus, bouclés et frisés, et surtout pour les cheveux crépus. Ce qui fait que les produits qui sont formulés pour le type de cheveux afro, ils sont souvent plus riches en huile, plus riches en éléments gras. Donc la première vague qu'il y a eu dans les années 80 avec Miss Antilles et Activillon, donc on voyait déjà apparaître ces premiers types de produits tels que la vaseline ou ce qu'ils appellent des pommades, mais ils contenaient quand même des composants issus de la pétrochimie tels que les paraffines, les silicones, etc. Et on a eu une deuxième vague de produits afro qui arrivait plus dans les années 2000. Pour citer l'une des plus grandes marques aujourd'hui dans ce
secteur qui est Les Secrets de Loli, qui a été créé en 2009. Pratiquement 100 ans après le groupe L'Oréal. Pour moi, cet élément est fondamental pour expliquer qu'ils ne peuvent pas être sur les mêmes prix. On a un groupe qui a 100 ans d'expérience, 100 ans pendant lesquels il s'est créé un réseau, 100 ans où il a pu expérimenter le marché, 100 ans où il a pu se créer une clientèle solide, 100 ans pendant lesquels il a pu être introduit dans les supermarchés. Il ne faut pas qu'on néglige cette force qui est le fait d'être implanté en supermarché, parce que ça veut dire que la marque n'est pas obligée de faire beaucoup de pubs pour que les gens achètent les produits. On ira forcément au supermarché. Tout le monde, à un moment donné, on a besoin d'acheter à manger, on se rend au supermarché. Et à tout moment, on est amené à tomber dans ce type de rayon, soit parce qu'on avait besoin de, un produit d'hygiène quelconque, on va forcément passer devant le rayon de produits cosmétiques. Et il y aura forcément quelque chose qui va attirer l'œil, vous connaissez déjà les techniques de vente en supermarché, il y aura forcément un produit qui va attirer votre œil. Et même si vous n'étiez pas initialement parti pour acheter un produit cosmétique, vous avez en tout cas plus de chances d'être séduit par un produit présent en supermarché qu'un produit qui ne l'est pas. C'est juste ça, c'est factuel. Et il faut savoir qu'une entreprise, pour pouvoir survivre, elle gagne de l'argent sur ce qu'on appelle les marges qu'elle effectue. Alors, la marge, c'est du coup la différence entre le prix de fabrication du produit, donc combien la marque paye pour avoir le produit, et le prix auquel nous, en tant que consommateurs, on achète le produit. Donc si par exemple j'ai un produit qui me coûte 6 euros à fabriquer, c'est-à-dire les usines, le packaging, le produit en lui-même, le contenant, tout, ça me revient à 6 euros. Si moi je revends ce produit à 10 euros, ça veut dire que je ferai 4 euros de marge. Une autre société peut se dire, même si le produit me revient à 6 euros, moi je décide de faire 1 euro de marge. Et à quoi sert ces marges? Ça sert à payer les employés de l'entreprise. Ça sert à avoir de l'argent pour pouvoir financer le développement de d'autres types de produits, parce qu'il faut savoir que un produit n'arrive pas comme ça du jour au lendemain sur le marché. Des fois, c'est 2-3 années de développement avant que nous, consommateurs, voyons ce produit. Et ces 2-3 années de développement, elles coûtent, parce qu'imaginons que le créateur de la marque, il n'a pas de compétences en formulation de produits, il passe par un laboratoire. Le laboratoire, il faut qu'il paye. Ensuite, en France, il y a une réglementation qui est, je dis en France, mais qui est européenne, qui est assez stricte et qui demande énormément de tests. Tous ces tests ont un coût. Par exemple, pour avoir la mention hydratant sur un produit cosmétique, il y a un certain nombre de tests à effectuer qui prouvent la capacité hydratante du produit. Un créateur de marque ne peut pas venir et écrire mon produit est hydratant et c'est tout, sans pouvoir fournir la preuve de ce qu'il avance. Donc tout ça, c'est des frais qui sont à la charge du coup de l'entreprise. Et pour pouvoir du coup sortir ces frais, l'entreprise a besoin d'argent. Donc elle se rémunère sur ses marges. À quoi sert d'autre la marge? À faire des campagnes de pub, à payer par exemple des campagnes d'influence, à payer des spots publicités à la télé. Tous ces éléments, du coup, sont des frais qui ne sont pas directement liés à la fabrication du produit, mais c'est de l'argent dont a besoin l'entreprise. Donc, elle doit faire des marges. Pourquoi je parle de cela? C'est pour vous expliquer la différence entre les marques de ces grands groupes et les petites marques qui arrivent du coup 100 ans après sur le marché. Vous avez un grand groupe qui, lui, a déjà un réseau de distributeurs. Les supermarchés. Ils ne sont pas vendus qu'en supermarché, mais principalement en supermarché. Ça veut dire que lui, il sait que quand il sortira son produit, il aura des ventes. Enfin, en tout cas, son produit arrivera à la portée de ses consommateurs. Donc, on aura plus de chances d'être tenté d'en acheter. Donc, il aura des ventes. Là où une jeune marque qui arrive sur le marché, elle ne sait pas. Enfin, elle est qui? Enfin, tu es qui? Tu as prouvé à qui que tes produits étaient bien? Qui nous dit qu'en achetant chez toi, on sera satisfait? Il y a toute cette notoriété que la jeune marque n'a pas. Ce qui fait que
Pour pouvoir survivre, une jeune marque est obligée de faire des marges plus importantes sur un produit que les grands groupes. Là où les grands groupes misent sur le fait de vendre en masse, il y a deux façons de faire de l'argent sur une marge. Soit on fait de petites marges et on vend énormément pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, ou sinon on vend très peu, mais du coup on est obligé de faire de grandes marges pour pouvoir gagner aussi de l'argent. Donc moi ça c'est un point fondamental qui fait que ça n'a même pas de sens de vouloir avoir ces deux types de produits au même prix. Enfin, c'est deux entreprises complètement différentes qui ont des histoires différentes. Surtout que n'oublions pas que les grands groupes, ils ont eu 100 ans pour se préparer, 100 ans pour se structurer, 100 ans pour avoir des équipes dédiées à toutes les phases de mise en vente d'un produit, que ce soit au niveau de la formulation. Tout est internalisé chez eux. Ils ont des usines pour la fabrication de leurs matières premières, la fabrication de leurs produits, la fabrication de leur packaging. Là où les jeunes marques, elles font appel à plein de prestataires et comme je le disais, une entreprise se rémunère sur ses marges. Chaque prestataire applique ses marges. Donc, même l'exemple que j'ai pris au début, un même produit, si on prend la même formule, même packaging, peut-être reviendra à 3 euros au groupe L'Oréal, là où il reviendra à 6-7 euros à une jeune marque parce qu'elle doit faire appel à plein de prestataires différents qui chacun applique leur marge et du coup, ça impacte le prix de fabrication du produit. En groupe, par leur comment dire, notoriété, ils sont plus à même de pouvoir négocier les tarifs. C'est-à-dire, imaginons que je suis un fournisseur de matières premières. J'ai en face de moi deux sociétés. J'ai le groupe L'Oréal et j'ai une petite entreprise qui me dit, moi je voudrais fabriquer 250 produits, donc j'ai besoin de, je sais pas, 10 kilos de beurre de karité. Et en face, j'ai le groupe L'Oréal qui me dit, moi tous les mois, il me dit tous les mois, moi j'ai besoin de, je sais pas, une tonne de beurre de karité. Mais par contre, je ne vais pas te le prendre au prix que tu me demandes. Tu me fais un prix parce que je te prends une grosse quantité. Et en face, tu as la petite entreprise qui te dit, moi, je prends juste 10 kilos et je négocie pas ton prix. Mettez-vous à la place du fournisseur de matières premières. Moi, à gauche, j'ai la garantie d'avoir des commandes régulières de 1 tonne, même si ce n'est pas au prix auquel je souhaiterais. Et de l'autre côté, j'ai une petite marque qui me dit, ce mois-ci, je prends 10 kilos, mais peut-être que demain, elle sera plus là. Peut-être que demain, elle n'aura pas réussi à vendre ses premiers produits, donc elle prendra 5 kilos. Bien sûr que je favorise le gros et que je préfère me dire que j'ai cette assurance d'avoir des revenus récurrents, même si ce n'est pas au prix auquel je l'espérais, mais c'est toujours mieux que de ne rien avoir. Donc déjà ça c'est fondamental. Donc le grand groupe, il arrive à pratiquement négocier toutes les phases, il arrive à faire des économies sur pratiquement toutes les phases de création de son produit, là où la petite marque ne peut pas faire ça. Donc que l'on voit un shampoing à 3 euros en supermarché, moi ça me choque pas parce que je sais qu'au niveau des grands groupes, ils arrivent à optimiser toutes les phases de production au niveau financier, qui fait que derrière, le produit leur coûte beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher qu'une petite marque qui, elle, déjà n'a pas une quantité astronomique de fournisseurs, qui n'a pas forcément le poids pour pouvoir négocier correctement ses achats. C'est un fait. Donc moi, déjà ça fait que je ne comprends pas trop comment on compare ces deux types de marques. La différence entre les modèles économiques est beaucoup trop grande pour qu'on puisse obtenir au final les mêmes types de prix. Maintenant, je vois souvent apparaître cet argument que les compositions sont les mêmes, que ça soit pour les marques afro ou pour les produits conventionnels. Donc je me suis dit, faisons un petit exercice. Je vais comparer un leave-in du coup de la marque Garnier. Donc c'est celui-là qui revient souvent quand les gens disent que la marque Garnier est plus efficace. Donc c'est le leave-in de la marque Garnier Ultra Doux.
et le leave-in de la marque Olafro. Je prends juste mon téléphone pour avoir les compositions sous les yeux. Je vais vous les afficher aussi à l'écran. Alors déjà, donc on est sur un produit de 200 ml. Donc que dit la marque? Ultra Doux réinvente sa routine iconique enrichie en huile d'avocat et beurre de karité pour nourrir et définir tous les types de boucles. Cette crème sans rinçage, sans silicone, nourrit en profondeur, définit les boucles et protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Ce soin est un incontournable pour, pour des boucles définies douces et sans frisottis. Ok, pourquoi pas. Donc, allons voir la composition. Alors, en premier ingrédient, on a de l'eau. Bon, ça c'est classique dans les leave-in, c'est toujours il faut une base d'eau. Ensuite, on a de la glycérine suivie du stéaryl alcool qui lui est un émulsifiant. Donc, on a l'eau, la glycérine et un émulsifiant. Et en quatrième position, on a de l'huile de tournesol. Alors que de base, quand j'ai lu le petit speech avant, on nous parlait d'huile d'avocat et de karité. Donc, je m'arrête sur ce point. Déjà pour dire, l'huile de tournesol, c'est l'une des huiles qui coûte le moins cher sur le marché. Je vais vous mettre à l'écran le prix. En plus, là, j'ai pris, si je ne me trompe pas, une huile bio de tournesol vendue en supermarché pour que vous puissiez voir à peu près les prix. Donc ça fait partie des huiles qui coûtent les moins chères. Ensuite, on a un extrait d'une fleur, je ne sais pas laquelle. Et ensuite, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, l'huile d'avocat et le beurre de karité sont en 7e et 8e position dans la liste Tinky. Alors qu'au début, il nous parlait de l'huile d'avocat et du beurre de karité. Ce qu'on constate, c'est que ce qui est en majorité en termes d'huile, c'est l'huile de tournesol. Donc là, j'ai pris cet exemple. Maintenant, je vais aller voir le leave-in de Olafro. Pareil, on est sur 200 ml. Bon, vous verrez, les prix sont pas du tout les mêmes. Alors, elle parle. Alors, notre best-seller, une crème hydratante longue durée et sans rinçage, conçue avec soin et expertise. Cette crème incarne l'amour et le respect de vos cheveux. Elle a été spécialement formulée pour répondre aux besoins uniques des cheveux afro en offrant une hydratation qui se maintient 5 à 7 jours consécutifs. Ok. Là, on est sur une formulation à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, je vais voir la composition. Alors, premièrement, le premier ingrédient n'est pas de l'eau, mais un hydrolat de fleurs qui est la mamélis. Donc déjà ça marque une différence de prix. Parce que l'eau, entre un hydrolat et l'eau, c'est l'eau qui est la moins chère. Alors je vais aller sur Aromazone, je vais vous afficher à l'écran le prix au litre de l'hydrolat d'Amamélis. Pour que vous puissiez faire la différence. Vous achetez tous de l'eau, vous savez combien coûte un litre d'eau. Et en troisième position, on a directement de l'huile d'argan. Je vais aussi vous afficher le prix de l'huile d'argan. Il faut savoir que l'huile d'argan ne fait pas partie des huiles les moins chères sur le marché. Ensuite, on a la glycérine. Puis, on a de l'acide stéarique qui est l'émulsifiant, qui donne de la texture au produit. Et ensuite, on a alors du beurre de cacao. Ensuite, un deuxième émulsifiant, du beurre de karité, encore un émulsifiant et du beurre de sapote. Il faut savoir que l'huile de sapote, je vais vous mettre tous les prix à l'image, à l'écran. L'huile de sapote, c'est une huile qui coûte extrêmement cher. Donc, pourquoi je fais ce comparatif? Donc, je vais vous faire un petit bilan. Enfin, si on prend juste au litre le coût des huiles du produit Garnier et celui du produit Olafro, pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc, pourquoi j'ai fait cette comparaison? C'est pour vous montrer que on est sur deux types de produits complètement différents, sur sur des formules pensées complètement différentes. Là où du côté de Olafro, on sent que les produits ont été sélectionnés pour pouvoir répondre
un besoin à, comment dire, que ça soit en apport de nutriments pour les cheveux ou au bienfait que cela aura que pour la fibre capillaire ou le cuir chevelu, comparé aux produits Garnier qui, sincèrement, hein, enfin, pour moi, cette histoire d'huile d'avocat et karité, pour moi, là, on parle vraiment de marketing. Parce que si c'est ça qu'ils voulaient mettre vraiment en avant, ils n'auraient pas mis d'huile de tournesol. L'huile de tournesol, elle est là pour apporter justement ce côté riche, mais à bas prix. Et on rajoute bah, du coup un peu d'huile d'avocat, un peu de beurre de karité pour bah, du coup pouvoir marketer un peu leur produit. Vous imaginez, on vous dit bah, tiens, un produit à l'huile de tournesol, c'est pas sexy. Hein. C'est vraiment pas sexy. Ça vend moins, c'est moins vendeur que vous dire bah il y a de l'huile d'avocat, du beurre de karité. Enfin, dans notre tête à tous, quand on entend huile de tournesol, même si c'est une huile qui, au niveau nutriments, quand même, a un certain apport pour les cheveux et le cuir chevelu, ça, ça nous renvoie forcément à de la friture. Enfin, c'est pas une huile qui est vendeuse. En tout cas, en cosmétique. Moi, quand je vois, enfin, je souris quand je vois cet argument que le prix est justifié que par du marketing. Déjà, au niveau des formulations, on est sur deux mondes complètement différents, deux façons de voir la formule enfin, complètement différents. Bien sûr, ici, je n'entre pas dans les arguments de ben, une formule est mieux que l'autre. Enfin, il y a autant d'individus que de cheveux différents sur Terre. Et enfin, moi, je pense que enfin, si quelqu'un utilise ben, le produit Garnier et que ça lui convient, bah, qu'elle garde son produit Garnier si ça lui convient. Si quelqu'un utilise un autre type de produit et que ça lui convient, bah, que la personne garde le produit qui lui convient. Moi, ce qui me dérange dans cette polémique, c'est le fait de pointer du doigt des marques qui proposent une alternative à ce qu'on a déjà aujourd'hui, à un modèle qu'on a déjà aujourd'hui. Elles ont tout à fait le droit de proposer autre chose sans pour autant être critiquées. Pour moi, le prix du produit n'a rien à voir avec son efficacité. Enfin, je viens de vous le montrer de façon factuelle. On peut tomber sur un produit à 5 euros qui nous convient parfaitement, comme un produit à 50 euros qui peut nous convenir aussi parfaitement. La question que moi, que je me pose et que j'aimerais quand même amener ici dans cette vidéo avant de conclure, c'est quand j'achète un produit à 3 euros, en fait, j'essaye d'imaginer toutes les étapes qui ont amené à ce que ce produit soit chez moi. Donc, que ce soit au niveau de ben, la logistique, dans les entrepôts, dans les laboratoires, dans la formulation, j'essaye de penser à toutes les étapes, que ce soit la mise aussi en vente en supermarché. Ben, c'est des êtres humains qui sont derrière et qui viennent faire le rayonnage. Pour pouvoir sortir un produit à 5 euros, voire même des fois on trouve des produits à moins de 5 euros, est-ce que toutes les parties prenantes de la chaîne, est-ce qu'elles sont payées à leur juste valeur? Comme je le disais, on sait très bien que les grands groupes, ben, par leur notoriété et puissance, arrivent à bien négocier leurs tarifs quand ils font appel à des prestataires. Est-ce que toutes ces personnes ont été payées à un prix juste comparé à la valeur du travail qu'ils ont fourni? J'y pense aussi souvent, notamment en ce moment avec ben, toutes les grèves des agriculteurs que l'on voit, qui se retrouvent aujourd'hui ben, à travailler à perte, à vendre un produit en dessous de ce que ça leur coûte, eux, pour pouvoir le fabriquer. Ici, le but n'est pas de juger les personnes qui achètent des produits à 5 euros. Hein. Enfin, il faut de tout pour tous les budgets. On n'a pas forcément tous les mêmes moyens. Mais moi, je parle aux personnes qui peuvent faire cet effort. Est-ce que c'est pas mieux, quitte à acheter moins de choses, d'encourager une petite société qui, elle, ben, va peut-être rémunérer mieux les prestataires avec qui elle travaille, plus justement en tout cas, que me dire, ben, j'achète mes produits à 3 euros et voilà, sans penser à toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense avoir donné assez d'arguments bah, pour expliquer mon propos. Pourquoi ça n'a pas de sens pour moi de comparer les produits des marques afro aux produits des marques conventionnelles. Simplement parce que, ben, pour résumer, ce sont des entreprises qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même notoriété, les mêmes moyens, ni les mêmes coûts de fabrication.
Ce sont des marques ben, du coup qui ne sont pas du tout basées sur le même modèle économique. Elles n'ont pas les mêmes, elles n'ont pas les mêmes coûts, la même ancienneté, ni la même présence au niveau du marché et au niveau notoriété. Et comme on peut le voir aussi, au niveau des formulations, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je voulais juste dire aussi que c'est un sujet qu'on rencontre dans la communauté afro, mais si vous regardez les jeunes marques aussi qui proposent des produits ben, pour les cheveux lisses, les prix ne sont pas du tout les mêmes que les produits en supermarché. Donc pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, il n'a pas lieu d'être. On a le droit de trouver des produits trop chers pour soi. On a le droit de ne pas vouloir mettre beaucoup d'argent dans des produits capillaires. C'est réel. On a le droit de vouloir acheter ces produits à moins de 5 euros. C'est un fait. On a aussi, ben, on n'a pas forcément tous la capacité d'aller acheter un produit à 30-40 euros. Je le conçois, mais par contre, soyons honnêtes et ne créons pas des polémiques qui n'ont pas de sens. Les deux types de modèles ont le droit d'exister. Et je me dis aussi, heureusement qu'il y a ces nouvelles marques pour pouvoir ben, nous proposer de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Sinon, on serait encore à l'heure de que L'Oréal et rien d'autre. Donc, heureusement que ces marques ben, ont le courage d'entrer sur le marché. Et puis, apprenons à faire des comparaisons entre des marques équivalentes, avec des formules équivalentes, avec des tailles équivalentes, avec des modèles économiques équivalents. Pour moi, la discussion sera un peu plus vraie si on faisait ce type de comparatif. Je pense avoir tout dit sur le sujet, en tout cas ma pensée. Il y a bien sûr, peut-être que vous avez vous aussi d'autres arguments qui peuvent justifier cette différence de prix. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, je suis ouverte à la discussion. Vous pouvez laisser des commentaires, on va en discuter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.